Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jim, bienvenue dans le podcast. Hello. Est-ce que tu peux donc te présenter toi et tes activités professionnelles? Moi je m'appelle Jim Bauer, je suis musicien, chanteur, réalisateur de musique et ingénieur du son. Et voilà, je fais ça depuis maintenant 10 ans. Je n'ai pas tout fait tout de suite, mais petit à petit, voilà. Est-ce que tu peux peut-être détailler les différentes étapes chronologiques de ton parcours? Quand est-ce que tout ça est arrivé dans ta vie? Alors en fait, j'ai commencé la musique par ordinateur, en fait, parce que j'ai eu un petit crush sur la fille de mon prof de musique quand j'avais 13 ans en quatrième. Et elle était en troisième, donc le seul moyen d'être dans sa classe et d'essayer de tchatcher un peu, c'était d'aller dans le cours de mon prof de musique qu'il avait fait à côté, qui était une option informatique musicale. Et où du coup, en fait, on faisait de l'électro, quoi. Et donc j'ai commencé la musique par ça. Alors c'était des logiciels un peu amateurs, mais voilà. Et en fait, ça m'a plus passionné que tout le reste, en fait. Et du coup, je suis resté là-dessus. Je faisais plein de morceaux, électro, hip-hop, etc. D'accord, donc tu t'es de suite rendu compte que ça te passionnait. Ouais, mais j'ai commencé par l'ordinateur, ce qui était finalement à l'époque encore assez rare. Et après, j'ai commencé la guitare à 15 ans, et là, j'ai commencé à créer des groupes de rock et à jouer dans la rue à 16 ans, etc. Pour commencer la guitare, t'as pris des cours ou t'as appris tout seul? J'ai commencé la guitare, non, tout seul. Après, à l'époque, j'habitais à Carpentras, et je fréquentais quand même pas mal de bars où il y avait des jams. Et du coup, je rencontrais pas mal de musiciens aussi dans ce cadre-là. Et en général, quand j'avais une question à poser ou des morceaux à apprendre, je leur demandais, quoi. Ah voilà. Et au niveau du chant, t'as eu des cours aussi à ce moment-là? En fait, j'ai commencé par le rap. C'est ridicule si on écoute aujourd'hui ce que je faisais. J'ai pas commencé vraiment par le rap. J'ai essayé de commencer par le rap, mais c'était vraiment nul. Mais c'est ça qui a fait que j'ai mis ma voix devant un micro. Et après, petit à petit, par contre, je chantais juste assez spontanément. Donc je faisais les refrains en chantant et je rappais sur les couplets, quoi. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à plus chanter parce que je me suis un peu plus tourné vers le rock au fur et à mesure. Et donc voilà, et puis après, j'ai commencé à apprendre les morceaux de Nirvana et je me suis mis au chant comme ça. Et donc c'est à quel moment après que t'as rejoint Paris? Alors ça, c'est après mon bac. Je suis resté encore quelques mois dans le sud. Et après, je suis monté à Paris parce que je voyais que je tournais un peu en rond dans le sud et que si je voulais vraiment faire quelque chose dans la musique, il fallait quand même que j'aille là-bas, quoi. Au début, parce que il me semble que tu étais à le cours Florent au tout départ. Alors, je suis allé un an après être à Paris quand même. J'ai fait une année un peu où je jouais plutôt à Montmartre, à Paris et tout ça. Et puis, ouais, je me suis inscrit au cours Florent après. J'y ai passé un an. Enfin, un an et le début de la deuxième année, mais je n'ai pas continué. Et ouais, c'était hyper formateur, ça m'aura bien servi pour après. Et là, à ce moment-là, du coup, les cours Florent, tu savais quand même que tu voulais faire de la musique ou tu te laissais l'opportunité de potentiellement être comédien? C'était une année un petit peu particulière pour moi parce que c'était une année où j'avais été un peu en gros doute sur la musique, justement. Un petit peu. C'est une année où j'avais décidé d'arrêter la musique, quoi. Et du coup, par contre, un peu comme par route de secours psychologique, je me suis orienté vers quand même quelque chose de proche finalement, parce que le cinéma et la musique, c'est deux choses un petit peu liées quand même, sur certains points. Et en l'occurrence, du coup, je me suis orienté vers ça. Je me suis dit, finalement, je préfère être acteur, et voilà. Et en fait, une fois que j'étais au cours Florent, on me demandait constamment de chanter des chansons sur scène. Et puis, en fait, je continuais de faire des concerts pour gagner de l'argent à côté.
Donc en fait, bon, je suis revenu à la musique parce que finalement, j'avais placé la musique comme quelque chose d'alimentaire en me disant je veux devenir acteur. Mais bon, en fait, ça restait toujours la musique qui restait au centre de tout, hein. Au final, ça te permet quand même d'être... Enfin, je trouve que dans tes prestations, on voit quand même que tu as une formation d'acting et que tu vis vraiment... Enfin, tu mets vraiment en scène tes chansons. Mais au final, tu étais quand même resté sur l'amour de la musique à la base. Bah, en fait, je pense que ce que ça m'a apporté aussi... Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais aussi un désir de faire une école d'art. Euh, mais j'avais très peur de faire une école de musique. Déjà parce que les écoles de musique actuelle, française, pour l'instant, j'en ai pas trouvé de très convaincantes. Donc fallait tout de suite aller en Angleterre, aux États-Unis et se dépenser des sommes énormes, ça c'était pas possible. Et en plus, il y a aussi ce truc j'avais envie de concevoir un peu l'exercice de la création et de l'interprétation d'une manière plus généraliste, moins focalisée que sur une chose. C'est un peu ce qui, moi, souvent me dérange dans la musique, c'est que les gens ne voient que la musique. Mais la musique, même dans la musique, il y a du dessin, il y a de la typographie, il y a de la photographie, il y a de la réalisation, il y a de l'acting, il y a du théâtre. Quand on est chanteur, en l'occurrence, on est vraiment obligé de comprendre un peu tous ces domaines, je pense. Donc voilà, c'était intéressant de... Ce que j'aime bien avec les écoles de théâtre, c'est que finalement, bah, on est là et on doit essayer de créer quelque chose avec soi. Il n'y a pas le support de l'instrument, de l'enregistrement, de tout ça. Non, il faut se débrouiller et n'importe quoi peut servir. La table derrière peut servir, la chaise peut servir, l'imagination peut servir, la position du corps peut servir, la tenue peut servir. C'est l'art du rien et du tout en même temps. C'est ça qui était intéressant. À ce moment-là, t'essayais quand même, parce que je sais que du coup, tu composais déjà un petit peu des musiques avant de monter à Paris, c'est ça? En fait, j'ai toujours composé. J'ai plus appris en composant qu'en apprenant les morceaux des autres. J'ai toujours été assez flemmard sur ça. J'ai appris assez peu de morceaux et quand je les apprends en général, je les apprends très partiellement. Une fois que j'ai vaguement les accords ou vaguement la mélodie, je passe à l'impro. Je suis pas très, je suis pas très rigoureux là-dessus. Par contre, j'étais rigoureux sur le fait de composer. Je composais beaucoup et en fait, moi, ma méthode, c'était plutôt de découvrir une technique et de composer avec pour me l'approprier et être sûr que j'ai bien validé ma compréhension de cette technique. Donc plutôt que d'apprendre une chanson qui allait utiliser une gamme particulière, par exemple, j'allais moi composer une chanson avec cette gamme. C'est comme ça que je validais ma connaissance de la gamme, quoi. Et comment tu faisais pour les apprendre, ces gammes-là? J'avais des livres théoriques, purement théoriques. Ah d'accord, ouais, c'était vraiment à partir des livres. Mais je préférais, bizarrement, en fait, je préférais les choses qui m'apprenaient une théorie complète, où il n'y a pas du tout, justement, une recherche de rendre la chose ludique, etc. Juste le côté vraiment chiant. On me le met en face, je feuillette la page pendant 2 secondes, j'apprends le truc, et après, je le mets en pratique d'un point de vue créatif, plutôt que d'apprendre un morceau qui utilise cette théorie, et où du coup, pour moi, c'était aussi chiant d'apprendre le morceau de quelqu'un d'autre que d'apprendre une gamme bêtement, quoi. Ouais, puis ça te permet peut-être d'aller plus loin, d'avoir la théorie, parce que justement, tu l'appliques pas seulement aux morceaux que tu apprends, mais à tous les autres morceaux que tu peux faire derrière. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, ça me correspondait mieux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. C'est parce que je suis un peu bizarre aussi, moi, sur certains trucs. Et du coup, si on reprend la chronologie, donc après être arrivé à Paris, donc tu jouais à Montmartre. Ensuite, donc cette année-là, il s'est passé d'autres choses. Moi, j'ai commencé à jouer dans la rue à 16 ans, le mercredi après-midi et le samedi après-midi pour me faire un peu d'argent de poche. Je me suis rendu compte que c'était quand même plus intéressant de faire ça que de bosser dans des restaurants et tout ça. Après, j'ai quand même bossé dans des restaurants, j'en ai bossé même dans une quinzaine de restaurants, mais l'hiver. Mais, c'était plus intéressant pour moi de jouer dans la rue, financièrement et humainement, et voilà, c'était plus agréable aussi. Donc j'ai gardé en fait cet exercice comme job étudiant en fait. Donc je l'ai fait jusqu'à mes 26 ans. D'accord. Et donc j'ai payé ma vie avec ça aussi. Voilà, c'était à la fois quelque chose qui me permettait de faire des rencontres, quelque chose qui me permettait de m'améliorer, et quelque chose qui me permettait de gagner un peu ma vie. Voilà, il y avait un côté un peu saisonnier aussi qui était rigolo. Enfin, c'était vraiment plutôt sympa.
Le métro est une expérience un peu différente de ce que je décris là, mais ça, c'est ce que j'ai fait vraiment les 2 dernières années. C'était la partie la moins marrante. Parce que métro, du coup, t'es vraiment dans les rames ou comment ça se passe? T'es dans les stations? Dans les stations. En fait, le truc, c'est que le métro, c'était le seul champ qui était légal. Quand je jouais dans la rue, c'était cool, mais c'était illégal. Et en fait, à qui la faute, j'en sais rien, mais il y a un moment, les forces de l'ordre se sont vachement renforcées sur le fait d'arrêter les musiciens de rue. Et donc, j'y arrivais plus. C'est-à-dire que dès que j'y allais, alors je m'étais acheté exprès une guitare qui est juste derrière toi, Ouais. qui est pourrie et qui coûte rien pour que si on m'arrête, on me prenne ma guitare, parce que c'est ça la sanction. Ah oui, d'accord, ils te prennent Euh, carrément tes instruments. ouais. Et que ça me coûte pas grand-chose, et voilà. Mais à un moment donné, en fait, j'arrivais plus à jouer 3 quarts d'heure sans me faire arrêter, en fait. Donc du coup, ça servait à rien. Donc j'avais ma carte du métro et j'avais toujours eu ma carte du métro au cas où il y avait les flics. Comme ça, je pouvais y aller s'il y avait les flics, mais j'y allais quasiment jamais. Et en fait, du coup, là, j'ai passé 2 ans à aller plus dans le métro. Là, c'était moins marrant parce que le métro, c'est un petit peu plus glauque quand même. Mais je C'est pense que les légal, gens mais... s'arrêtent moins, les gens sont plus pressés peut-être. Ouais, non, les gens déjà sont plus de la ville. C'est moins des touristes, ils sont pas en vacances, ils vont au travail. Le cadre est pas agréable, donc on n'a pas envie de s'arrêter. Euh, Ça pue. Il y a des mecs sous crack qui viennent t'emmerder. Enfin, je veux dire, c'était pas le truc le plus fun. Après, j'ai des bons souvenirs quand même, mais tous les jours, c'est too much. Le métro, c'est pas agréable tous les jours. C'est après ces expériences dans le métro que tu as essayé de faire d'autres, enfin de découvrir d'autres choses dans la musique, peut-être à travers les collaborations et tout ça, ou ça arrive en même temps? En fait, c'est ça le truc, c'est que tout ça est parallèle. C'est-à-dire que moi, je gagnais ma vie en faisant musicien de rue ou dans les bars ou dans les clubs, et à côté de ça, j'essayais de développer une carrière. Donc très tôt, juste après les cours Florent, j'ai commencé à faire des collabs avec des jeunes producteurs, on commençait à composer des titres, des EP qui sont jamais sortis, des trucs, enfin voilà. Et puis après, je me suis fait repérer aussi par Marc Collin, qui est le producteur de Bristol et de Nouvelle Vague, et qui cherchait des chanteurs pour Bristol. Et du coup, il m'a embauché, et puis je suis parti pour en tourner pendant 2 ans avec Bristol dans toute l'Europe. C'était le grand paradoxe du truc, c'est-à-dire que je faisais des salles de 2000 personnes avec Bristol en Hongrie ou en Allemagne, puis je rentrais à Paris, j'allais jouer dans le métro. Ah ouais, c'est des durs là. Ouais, et non, c'est pas dur, c'est juste. C'est ça la réalité de la vie d'un musicien parfois. Et même encore aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui se passent, et même à très haut, à très haut succès de certains artistes que je connais, il y a des choses comme ça qui se passent où ils peuvent être dans un stade le soir et faire une sorte de plan soirée privée le lendemain, un peu relou mais bien payé, admettons, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a, il y a une certaine absurdité dans le milieu de l'artistique. Il ne faut pas trop croire ce qu'on en dit dans les médias ou les réseaux sociaux, parce que on en montre que les parties un petit peu plus fun, un petit peu plus qui vendent un peu du rêve. Mais nous-mêmes, on fait ça en fait. Mais après, il y a un peu de tout, en Ouais, vrai. c'est sûr. Du coup, ouais, si on continue la chronologie, parce que là, donc on est. Avec C'est à peu près Bristol, Ouais, c'est un avec peu l'étape. Bristol. Et après, j'ai commencé à plus travailler sur mes chansons, et j'ai collaboré avec un de mes meilleurs potes qui est un des meilleurs réalisateurs que je connais et qui est un des premiers qui m'a fait les chansons qui sont sorties. Donc celui de les morceaux Marilyn in You, Little White Thing et tout ça, c'est avec lui que je les ai faits, qui s'appelle Ant. Et avec lui, on a rencontré un label après qui était en train de se structurer, qui s'appelle Panamera, qui était plutôt une boîte de clips et qui se sont un petit peu étendus à la production musicale et au management d'artistes et tout ça. Et on a collaboré avec eux pendant 3 ans. Voilà, on a vu que plein de choses. C'est avec eux que j'ai fait mon premier EP. On a fait des clips, on a fait des collaborations pour d'autres artistes et tout ça. Là, on a un peu découvert le fait de travailler pour d'autres artistes. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. En même temps, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir l'autoproduction, donc faire un peu des choses aussi avec les bouts de ficelle, créer une équipe, et puis on y va et on se démerde et on trouve des solutions. Donc ça, c'était plutôt cool. De cette expérience avec Panamera est née aussi une signature avec Warner,
où là j'ai fait un autre EP, du coup défendu par une major, donc là c'est encore un autre monde. Bon, l'expérience était ce qu'elle est, il y avait des bons côtés, mais ça n'a pas été très fructifiant et c'est pas forcément non plus la... en fait, c'est pas un EP que je m'approprie beaucoup parce que finalement, j'ai pas. Ça a été loin d'être l'EP que j'imaginais, même si je suis quand même bien loti parce que c'est des chansons que j'ai fait tout seul. Ils m'ont pas trahi, c'est des chansons que j'ai fait tout seul dans mon studio, donc c'était bien mes chansons et je les aime bien et il n'y a pas de souci. Maintenant, je voyais pas ces chansons-là mises en avant, je voyais pas ce choix de chansons-là, je voyais pas ce nombre de chansons-là, je voyais pas ces clips-là, je voyais pas ces photos-là. Donc, plein de choix étaient faits un peu pas par eux, pas par moi, mais plus par une sorte de vote à main levée de tout le monde et où finalement j'étais vachement tout seul face à tout le monde, donc je finissais par céder face à la majorité. Et, et donc cette ambiance-là, finalement, je me la suis pas trop appropriée. Donc le l'EP, il est bien, l'expérience, elle est cool. Les gens étaient cool aussi, d'ailleurs. Hein, je pense que tout le monde était très bienveillant dans cette histoire, mais simplement, j'ai pas la sensation que c'est mon œuvre, quoi. Si c'était à refaire, tu penses que tu arriverais à le gérer différemment cette fois ou c'est Je vraiment pense le que milieu qui est comme ça finalement? le milieu, il est comme il est, et puis il y a à la fois ça existe et ça existe pas, le milieu. Ouais. Mais disons que je pense qu'à cette époque-là, en réalité, c'est quand même un peu de ma faute. Parce que, puis de toute façon, c'est pas intéressant de me dire que c'est la faute des autres, ça me fera pas avancer. Euh, c'est un peu de ma faute parce que j'aurais dû être un petit peu plus dictateur. J'ai trop voulu la jouer démocrate sur mon projet, sauf que la réalité, c'est que la différence entre les gens qui bossent sur ton projet et quand c'est ton projet, bah, c'est que eux, ils bossent sur d'autres projets, ils y mettent pas toutes leurs images, tout leur cœur, et ils vont pas le porter toute leur vie. Alors que toi, si. Donc, quelque part, même que ce soit un bon ou un mauvais calcul, que ça marche ou que ça marche pas à la fin, c'est pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est que tu l'assumes à fond. Parce que quelque chose qui marche, que t'assumes pas, tu vas souffrir toute ta vie qu'on t'en parle tout le temps. Et quelque chose qui a pas marché et que t'assumes pas, eh ben, t'es hyper frustré parce qu'on te dit que ça a pas marché et tu savais que ça marcherait pas. Enfin, tu le ressentais. Donc tu te reproches de pas t'être écouté. Alors moi, personnellement, c'est pas que j'assume pas parce que j'aime bien les chansons et j'aime bien ce qui a été fait, mais c'était pas en ce plan-là auquel je croyais. J'ai décidé de faire confiance et je sais pas si moi j'aurais eu raison, mais à l'évidence, les personnes en qui j'ai eu confiance ont eu tort. Donc du coup, j'aurais préféré, quitte à avoir tort, faire quelque chose dont j'étais un petit peu plus fier. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et après, du coup, ouais, donc là, on est au moment de l'EP. Ouais, ce serait vraiment bien qu'on réussisse à faire la chronologie. Ouais. Bah, globalement, la chronologie, elle est simple. Il y a toute la partie Carpentras. Je commence à jouer dans la rue, je fais les cours Florent, je fais Bristol, Panamera, Warner, The Voice. The Voice direct après, ok. Bah, il y a eu une petite phase de 1 ou 2 ans où on se cherchait un peu, mais voilà. Ouais, où il y a eu le Covid aussi, je pense. Ouais, voilà. Pas forcément la meilleure période. Ouais, je pense que The Voice, on y viendra plus à la fin, peut-être. Toi, du coup, au moment où tu commences à te lancer, à te dire que tu veux être musicien, déjà, est-ce que quand tu étais plus petit, tu te disais, enfin, peut-être au moment où tu commençais la musique, du coup, vers 13-14 ans, avant que vraiment ça se développe, est-ce que tu t'imaginais faire un métier artistique ou est-ce que tu te disais que tu allais potentiellement quand même faire autre chose? Écoute, moi, personnellement, je voulais pas faire de musique. Voilà. C'était vraiment quelque chose que je n'avais pas envie de faire quand j'étais petit. Je voulais devenir dessinateur, mais j'avais aucun don. Je savais vaguement dessiner, on me disait que je dessinais bien quand j'avais 8 ans, et puis quand on s'est aperçu à 13 ans que j'avais le même niveau que quand j'avais 8 ans, on me disait plus que je dessinais bien. C'est vrai que la musique, ça s'est un peu imposé à moi, c'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, c'est pas une décision. Je l'ai fait, au début je l'ai même pas fait par goût, je l'ai fait un peu pour draguer une fille. Et au final, bah, je m'y mets et je m'arrête pas, quoi. Je me mets à le faire 7 heures par jour et à plus lâcher le truc et à évoluer beaucoup plus vite. Les choses deviennent évidentes. Donc, c'est pas une question de choix, c'est pas une question de décision, c'est même pas forcément un truc de passion ou de machin, c'était pas une obsession, c'était juste une sorte d'évidence qui s'est imposée soudainement, quoi.
C'est quelque chose que je me mettais à faire tout le temps et dans lequel j'évoluais bien et je devenais plutôt bon. Donc, Oui, puis quand tu fais plus que ça, t'as plus trop de temps pour te préparer à autre chose au final quand même. Donc, je sais pas, c'est comme si j'avais mis un manteau et que à la base j'aurais jamais choisi ce manteau et puis je l'ai mis et waouh, ça me va trop bien. Tu vois, voilà, c'est tout quoi. Donc tu le portes. Et là, maintenant que tu fais ce métier-là, pour toi, c'est quoi la plus grande richesse maintenant de ce métier-là? En vrai, la plus grande richesse de ce métier-là, c'est de la liberté. C'est de la liberté, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseillerais quand même beaucoup aux gens de toujours essayer de la garder un maximum. Parce que c'est cool de pouvoir réagir vite, de pouvoir être indépendant, de pouvoir avoir une idée le soir dans son lit et la mettre plus ou moins en œuvre. Peut-être en revoyant à la baisse un peu certains trucs, mais en tout cas, en tout cas voilà, de pouvoir tout tenter. Donc moi je pense qu'il faut être curieux, il faut se donner les moyens, il faut faire, il faut être productif avant d'être perfectionniste au début. Ça, je pense que c'est un conseil important, surtout aujourd'hui. À une époque, c'était peut-être différent, mais aujourd'hui, on te pardonnera de faire des choses mal. Par contre, on ne te pardonnera pas de ne rien faire. Et puis je pense que surtout, tu te pardonnes pas de pas le faire si t'as peur de faire quelque chose et qu'après tu regrettes de pas l'avoir fait. C'est peut-être encore pire que de l'avoir fait et de s'être planté. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est presque touchant, les petits trucs que tu fais mal au début. Ça fait partie du parcours et les gens, c'est comme s'ils avaient envie de le voir aujourd'hui. Donc en fait, il faut faire. Et c'est pas grave, ça t'amènera où ça t'amène après. Et si tu veux t'améliorer, tu continues de t'améliorer. Et même quand tu as du succès, tu continues de travailler. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont eu un succès, c'est bon, ils apprennent plus rien, ils apprennent plus d'instruments, ils travaillent plus, c'est plus que de la fame et de la moula. Donc non, il faut continuer toujours d'être curieux, d'apprendre, de travailler, d'explorer des nouvelles choses, etc. Mais il faut l'exposer tout de suite, je pense. Pas se prendre la tête. Et c'est pour ça que la liberté est importante. Parce que si on n'a pas la liberté, on peut pas le faire. Ah ouais. Et toi, ça t'arrive encore de re-regarder ce que tu faisais au début? Ah ouais, régulièrement. Mais je suis... À la fois, c'est la honte, il n'y a que mes amis très proches à qui je le montre parce que ça me fait marrer. Mais à la fois, il y avait une sorte de fond qui était déjà là des fois. Il y avait des trucs où je me dis, putain, mais quand même, je sais quel niveau j'avais à l'époque et c'était nul. Et pourtant, elle est pas mal cette mélodie. Ou le petit refrain quand même, il y a un vrai bail, il y a un truc. Alors de là à ressortir le dossier pour m'y remettre aujourd'hui, je fais pas jusque là, mais quand même c'est intéressant. Ça montre aussi qu'est-ce qu'on avait spontanément déjà dans la tête, parce que la technique, ça permet de se libérer de certaines choses, mais ça peut aussi donner des codes qui font qu'on perd un petit peu ce côté innocent parfois, qui nous fait faire des trucs dont on se rend pas compte qu'en fait c'est vachement bien. Et donc c'est intéressant aussi de faire des petits retours en arrière sur ça des fois. Et si tu reviens en arrière, du coup, les thèmes que tu abordais dans les chansons que tu écrivais, par exemple, aujourd'hui, tu arrives encore à aborder ces mêmes thèmes ou c'était quand même des trucs plutôt enfantins? Non, ça c'est vraiment la partie la plus ridicule. C'est-à-dire que c'était vraiment, je m'inventais des lives quoi. Je m'inventais des vies que j'avais pas. En réalité, j'étais un petit gars qui vivait à Carpentras, qui faisait ses études, qui avait ses potes. J'avais pas grand-chose à raconter. Donc je me faisais des films. Après, ça n'empêche pas qu'encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de me faire des films, mais aujourd'hui, je les assume comme étant des fictions, alors qu'à l'époque, j'étais vraiment en train de faire genre, quoi. Ça, c'était ridicule, mais... Moi, je crois qu'on l'a tous fait. Et à Carpentras, t'avais d'autres amis, du coup, qui faisaient de la musique à fond et tout, t'étais finalement plutôt seul là-dedans? J'ai eu des potes musiciens à partir du moment où j'ai commencé à faire du rock. Quand je faisais de la production, du beatmaking, de l'électro, à 13 ans, t'es tout seul à faire ça. Il n'y a personne qui le fait avec toi. Peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, non. Et à ce moment-là, du coup, t'étais plutôt solitaire? C'était quoi ton caractère? T'étais plutôt solitaire ou t'allais vers les Ouais, autres? j'étais geek. Disons que je passais autant de temps qu'un ado qui joue à la play, en fait. Qui va y jouer toute la journée, qui a deux potes qui jouent avec lui à la play toute la journée. Bon, bah, moi, j'avais un peu ça, mais sauf que je faisais de la musique. Mais j'y passais 8 heures par jour devant mon ordi, tu vois, c'était le même truc. Alors après, j'étais pas... en troisième, moi j'étais très isolé d'un point de vue scolaire avant la troisième pour des raisons particulières à ma vie à moi. Mais à partir de la troisième, j'ai commencé à foutre un peu la merde en cours et là je me suis fait plein de copains. Et donc du coup
C'est en devenant un peu un mauvais garçon, qui continue d'avoir des bonnes notes, ceci dit, mais un peu un mauvais garçon d'un point de vue avertissement de conduite, que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de vie sociale et à m'intégrer un peu mieux. Et après, je suis rentré dans le lycée où là, j'étais dans des classes plus intello, donc j'avais moins besoin de faire des bêtises pour avoir des copains, mais voilà. Ouais, je pense que le collège, c'est souvent ce qui se passe. T'es soit du côté de ceux qui foutent la merde, soit du côté de ceux qui n'ont pas d'amis, finalement. J'ai l'impression qu'il y a deux camps. Bah, j'ai été un peu dans le premier camp, enfin dans le camp de ceux qui n'avaient pas d'amis au début, et puis j'ai fini dans le camp de ceux qui foutent la merde après. Mais je me suis bien rattrapé sur la dernière année quand même. À ce moment-là, pourquoi tu avais choisi la guitare comme instrument? Alors ça, c'est après, du coup, c'est au lycée. Ah, c'est après au lycée, ouais. Okay. C'est après, c'est quand j'ai... En fait, en vrai, j'ai commencé la guitare parce que je me suis mis à kiffer une autre meuf de ma classe. Je sais, tu peux les remercier, hein. Ouais. Qui était une petite punk rock, quoi, tu vois. Donc moi, en arrivant avec mes Dr. Dre, Eminem, j'étais pas passionnant. Et donc j'ai commencé à vouloir apprendre des morceaux de Nirvana, des trucs comme ça, un peu pour me poser dans un coin pas loin d'elle et qu'elle me remarque, parce que je jouais du Nirvana. Ça n'a jamais marché, encore une fois. Mais par contre, ceux qui m'ont remarqué, c'est les petites bandes de skaters, etc. Et moi, j'avais un peu envie de devenir pote avec eux parce que je trouvais que c'était eux les plus marrants, les plus cool du lycée, quoi. Donc j'ai fini par intégrer leur bande et même par faire des groupes de punk avec eux, en fait. D'accord. Et puis petit à petit, quand je m'approchais plus de la terminale, j'ai plus dérivé vers des styles de rock un petit peu plus intello, comme Radiohead, comme Jeff Buckley, etc. J'étais moins dans le côté bourrin, quoi. Et là, ces gens-là, du coup, avec qui tu as fait des groupes et tout ça, tu les croises encore aujourd'hui ou tu... Bah non, parce que j'ai des amis de lycée... Enfin, notamment, j'ai un ami de lycée que je vois encore... j'ai même encore passé mes vacances chez lui cet été. Mais non, j'ai pas trop de contact avec mes copains de lycée de l'époque. Ah, parce que ça doit être marrant pour eux de voir que du coup t'as fait toute ta carrière là-dedans et que c'était pas juste quelque chose que tu faisais avec 15 ans. Après, je pense que c'était aussi des bandes qui étaient très antisociales, punk, etc. Je suis pas sûr que savoir que je fais de la pop aujourd'hui soit quelque chose qu'ils trouvent très passionnant. Après, j'en sais rien. S'ils sont restés à la mentalité qu'ils avaient quand on avait 17 ans, il y a moyen que ça soit pas un truc qui les fasse kiffer à fond. Ouais. Tu commences par le rap, après tu fais du rock. Toi, aujourd'hui, maintenant, tu chantes quand même moins du rap, j'ai l'impression. Non, le rap, je l'ai vraiment arrêté à 15 ans. Hein. Non, dès que j'ai commencé le rock, j'ai arrêté. Mais par contre, en tant que réalisateur de musique, tu fais parfois des collaborations quand même avec des rappeurs Alors, je fais du beatmaking pour des rappeurs et je mixe des fois des albums de rap. J'ai toujours été assez proche du milieu urbain. Je pense que j'en ai plus les codes que pour les milieux un petit peu plus pop parisien ou des trucs comme ça. Donc, en tout cas, dans le travail, dans la mentalité aussi, peut-être d'indépendance, puis dans les codes, je sais pas. Enfin, je m'entends souvent mieux avec ce milieu-là. Donc, j'ai toujours été entouré de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Panamera, c'était un label qui bossait beaucoup avec des rappeurs. Ma manageuse actuelle, c'est une manageuse qui manage beaucoup de rappeurs. Même Electra, c'est un label de rap, enfin un label qui contient beaucoup de rappeurs aussi. Voilà, j'ai toujours été entouré de gens qui étaient assez proches du milieu rap. Je pense que je m'entends mieux avec eux de manière générale, même si je suis toujours un peu le rocker de service pour eux. Mais c'est un milieu que je comprends et dans lequel je sais trouver une place aussi s'il faut intervenir. Pas en tant que rappeur, mais en tant que beatmaker ou ingénieur du son, des choses comme ça. Et c'est une musique, un genre de musique que t'aimes quand même écouter encore aujourd'hui? Non, mais j'aime écouter et en faire. Après, je me place pas devant le micro dans ce style de musique-là. Je me passe plutôt à la prod. Mais si je suis honnête avec moi-même, j'ai jamais vraiment été passionné par les rappeurs, moi. J'étais passionné par l'instru. Ouais. Moi, je suis plus passionné par les instrus d'Eminem que par Eminem, plus par Dr. Dre que par les artistes qu'a produit Dr. Dre. Et voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être moins d'ailleurs de grande passion pour le rap français que je n'en ai pour le rap US, malgré le fait que, bizarrement, là, dans le rap français, je vais peut-être plus être fan du rappeur que du beatmaker, mais vu que j'ai tendance à plus aimer le beatmaker que le rappeur, du coup, j'écoute quand même plus de rap US. Mais je trouve que les beatmakers français sont peut-être un chouille en dessous
Par contre, les rappeurs français, pas en dessous du tout que les rappeurs. Je trouve qu'ils sont des fois même meilleurs que les rappeurs américains. Mais c'est vrai que ouais, pour le coup, on y reviendra un petit peu plus tard, mais dans un moment dans The Voice, tu reprends Orelsan. C'est vrai que du coup, tu le reprends pas du tout avec la mélodie originale, donc c'était plutôt au final pour les paroles que tu le reprends. Ouais, mais parce que je trouve que en fait, le rap français fait une vraie place aux paroles. Alors après, le rap américain aussi, hein, mais y a vraiment des perles et des vrais personnages et des vrais partis pris qui sont limite qui relèvent presque du théâtre. Notamment chez Orelsan, chez Booba, chez Vald, chez NTM pour le rap plus ancien, chez Kobalade même, le mec il rappe avec la voix d'Homer Simpson, c'est génial. C'est une caricature quand je dis ça, mais je veux dire, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Ils ont des persos qui sont incroyables. Donc je suis plus fan des rappeurs en France. Par contre, je trouve que les instrus, c'est toujours les mêmes. C'est pas qu'elles sont nulles, mais c'est toujours un peu pareil. Alors qu'aux États-Unis, ça va beaucoup plus loin dans l'instrumentation. Donc le côté musicien me rattrape dans le rap US, quoi. Là, si un auditeur, du coup, nous écoute et donc écoute un peu ta carrière et tout ça, toi, au niveau des rencontres que tu as fait, est-ce que tu dirais que tu es allé les chercher, qu'il faut aller peut-être toquer aux portes? Ou toi, tu as plutôt repéré quand même à plusieurs moments? Moi, de manière générale, je suis très mauvais pour aborder. Que ce soit d'ailleurs dans le professionnel ou dans la drague ou dans n'importe quoi. Moi, ce que j'ai tendance à faire, parce que je me connais et que je sais que je suis nul pour aborder, que je vais bafouiller tout de suite, c'est d'essayer d'être visible. Donc je vais plutôt chercher la situation où on va me remarquer. Et effectivement, après, il arrive qu'on me remarque, qu'on vienne vers moi et que ça crée des opportunités. Mais je suis un peu à l'origine du fait qu'on me remarque. Parce que je fais un peu en sorte d'être un petit peu bruyant, voyant. Est-ce que toi, tu conseillerais peut-être d'envoyer donc à des jeunes, d'envoyer leurs morceaux à des producteurs peut-être, ou finalement ils en reçoivent plein, ouais, ils les regardent? Non, je leur conseille pas parce que... En fait, il n'y a pas de conseil à donner. Ça peut marcher de faire ça. Il faut, si on le sent et qu'on sent que c'est en nous, l'important c'est de se connaître. Et si on sait qu'on est quelqu'un qui sait toquer aux portes et qu'on est à l'aise avec ça, vas-y. Moi, je suis un mec qui sait pas toquer aux portes, qui te dit je te conseille pas de toquer aux portes. Bah c'est normal, je sais pas le faire. Mais il y a des mecs qui font ça très bien. Donc c'est pas vraiment l'idée, mais par contre, je sais qu'il y a quand même un fort rapport de séduction dans les milieux artistiques et que souvent les gens aiment dire que c'est eux qui ont fait les choses. Donc c'est pas une très grande gloire pour un producteur que de repérer quelqu'un en ayant écouté ce qu'il lui a envoyé. Ouais. Les producteurs préfèrent à la limite avoir convaincu un artiste qui voulait pas d'eux et dire qu'ils l'ont trouvé dans un endroit incongru. Donc si le but c'est de trouver un producteur, parce que ça c'est aussi une question, en tout cas je pense qu'il vaut mieux essayer de faire le pan, il vaut mieux essayer d'être visible, de faire des choses, de faire peut-être quelques vues tout seul, ou un concert un peu événement tout seul, ou même, je sais pas, hein, prendre sa guitare et aller jouer devant Sony, j'en sais rien. Mais j'ai dit ça parce que ça, j'ai vraiment hésité à le faire une fois. C'est vrai. J'étais plus jeune. mais si le but c'est ça, je pense qu'il vaut mieux en tout cas faire en sorte de se faire repérer plutôt que de soi-même repérer un producteur et de le contacter. Ouais. Donc peut-être aussi en chantant dans les bars musicaux, je pense que ça se fait peut-être bien sur Paris. Tout est bon à prendre. Oui, tout est bon à prendre. Les choses que j'ai réussi à obtenir viennent des situations les plus loufoques. Ah oui. Les choses les plus grosses que j'ai obtenues. Par exemple, j'ai quand même fait je sais pas combien de concerts guitare-voix dans la rue, dans des bars, dans des clubs, dans des salles de concert, en groupe, etc. Mais Bristol, j'ai réussi à intégrer ce projet en faisant un karaoké. Ah oui, quand même. Voilà. Parce qu'on m'a repéré dans un karaoké. Un karaoké un peu plus avec un groupe qui joue et tout. Oui, t'étais pas dans un camping non plus. C'était pas non plus dans un camping, mais c'était quand même, voilà, c'était une soirée où on me dit tu chantes une chanson, j'étais là genre oh non, fais chier, et puis bon allez d'accord, et puis je la chante, et puis bon il se trouve que dans la salle il y a quelqu'un qui se dit mais lui il chante vachement bien, il serait bien pour le projet de Marc. Voilà. Et là tu avais passé un casting du coup, Non, il m'a contacté sur Facebook, on s'est rencontrés, on a enregistré vite fait un truc pour voir comment ça se passe aussi même humainement et tout ça, on a kiffé, on a fait
une musique de film et Bristol. Ah ouais, c'est quand même fou. Voilà, et pareil pour ma collaboration avec Slimane, dans une open mic, même pas un concert, c'est juste dans un bar de nuit qui est pas loin, que lui fréquentait, que moi je fréquentais un peu. Il se trouve que là, on est là tous les deux ce soir-là. Il vient de chanter une chanson, moi j'arrive, je l'ai même pas entendu chanter parce que je suis arrivé juste après. On me propose de chanter un morceau, je chante un morceau en pakistanais en plus, le truc que j'ai fait sur YouTube. Ah oui, je l'avais vu. et genre, et il me voit et il kiffe. Moi, je sais même pas qu'il est là. Et puis, il vient me chercher après que j'ai joué le morceau. Il me dit, mec, fais-moi des morceaux. Il est 3h du matin. Hein. On est tous les deux en after là. Et il me dit, mec, faut que tu me fasses des morceaux. Et moi, je lui dis, bah ouais, si tu veux. Mais je le prends pas au mot parce que je me dis, ouais. Oui, à 3h du matin. À 3h du mat, voilà. Je le recroise 2 semaines après au même endroit. Il me dit, bah alors, ils sont où mes morceaux? Je fais, ah ouais, bon, bah d'accord, bah j'organise une session, on y va vraiment, quoi. Mais là, quand tu es retourné, c'était quand même dans l'idée de le recroiser, de reparler des morceaux, ou même pas, t'étais vraiment sorti de là? Ah non, mais non, c'est juste, c'est à 300 mètres d'ici. D'accord. J'y allais tout le temps. Et j'y vais encore régulièrement. Mais c'est juste... c'est des situations de rencontre, et quelque part, même souvent, en fait, c'est ces situations très décontractées, où il y a beaucoup moins d'enjeux, et où les gens, finalement, baissent un peu les boucliers, où souvent il se passe plus de choses. Parce que finalement, me voir dans un concert, on s'attend à ce que j'attende quelque chose de ça. Ouais. Et les gens aussi, quand ils viennent voir un concert et qu'ils travaillent dans la musique, ils savent qu'ils sont dans une part de boulot. Alors que quand tout le monde a baissé les boucliers, qu'on a un peu bu et qu'on se crée juste des beaux souvenirs ensemble, parce que c'est ça finalement, ces deux événements par exemple, qui sont 2 événements importants pour moi, c'est assez charnière dans mon parcours, et ben... ces 2 événements qui sont en fait des souvenirs marrants, surtout, qu'on partage avec les personnes. Et c'est ça qui amène à ce truc-là. Et là, Slimane, au moment où il vient te chercher, toi, tu le vis comment? Parce que j'imagine que tu devais pas du tout t'y attendre quand même à avoir ce genre de collaboration, à écrire pour lui. Après, j'ai jamais eu un tempérament très... oh mon Dieu, c'est un tel ou c'est un tel. Moi, j'ai un artiste en face de moi. Ouais, tu te positionnes pas comme fan. Non, j'étais honoré. Qui me demande... Enfin, au début, je l'ai pas cru, surtout. Ouais. Au début, je me disais, ouais, bien sûr. Et puis après, quand il m'a redemandé, je me suis dit, ah ouais, le mec, il est vraiment sérieux, en fait. Et donc, du coup, et ça, c'est un truc qui caractérise, d'ailleurs, Slimane, il est très entreprenant et très, très droit. Il sait... quand il dit quelque chose, il le fait, quoi. Ouais, il a une parole, ouais. Donc du coup, ouais, bah, après, là, il m'a missionné, hein, quand il me redemande 3 semaines après, et un peu plus tôt, quand même. C'est que ce qu'il m'a dit bourré à 3h du mat, il le savait, il le disait vraiment en fait. Il était peut-être pas bourré lui, moi j'étais bourré, mais... Et là du coup ça a quand même été un vrai tournant, je pense, à ce moment-là, à ce moment-là, est-ce que t'as ce sentiment d'achèvement? Enfin, je crois que c'est on l'a jamais, et pourquoi? Parce que tout simplement, oui, c'est un tournant, mais j'en ai eu d'autres avant et d'autres après. Et au moment où moi j'en arrive à rencontrer Slimane, j'ai déjà fait des choses. J'ai déjà fait des millions de vues avec des collaborations avec des DJ. J'ai déjà sorti 2 EP. Je suis signé chez Warner au moment où je lui parle. J'ai déjà fait des tournées. Donc, certes, je suis pas du tout au même niveau que lui, mais lui, à ce moment-là, sort juste de The Voice. Hein. Donc, ah oui, d'accord, c'était à ce moment-là. On n'est pas non plus sur le Slimane d'aujourd'hui qui a encore plus de succès. Donc, on est sur un truc... Enfin, quand on monte petit à petit les marches comme ça, on désacralise un petit peu les marches un peu plus hautes quand elles sont plus si hautes que ça par rapport à là où on en est. Si on est à la marche 0, on rêve de la marche 10. Si on est à la marche 9, la marche 10, on sait qu'on peut l'atteindre et on rêve de la marche 20. Donc je pense que le piège, c'est de justement rester dans cette mentalité parce qu'elle est un peu nulle en fait. Et il faut surtout kiffer là où on est. Et pas trop sacraliser et pas trop mettre des numéros sur les marches en fait. C'est surtout ça le truc. On a des objectifs, on essaie de les atteindre. Des fois on les atteindra jamais parce qu'on a pris un autre chemin en fait. Et des fois on va les atteindre, mais en général quand on commence à les atteindre, c'est plus nos objectifs. Parce que quand on voit le truc, on le voit arriver en fait, le truc de petit à petit. Il y a rarement des choses qui nous tombent dessus d'un coup. Ça monte quand même en général assez progressivement. Même si c'est que sur un mois.
Mais bon. Ouais. Et toi, ça t'arrive encore aujourd'hui, du coup, si tu essaies de ne pas mettre de numéro et de vivre au maximum à l'instant présent sans te donner trop d'objectifs, ça t'arrive encore des fois de juste de penser à tout ce qui t'est arrivé et de te dire que t'avais raison et que t'es exactement à l'endroit où tu voulais être ou... Bah ouais et non. Parce que en fait, bon, après je suis toujours un peu comme ça, je suis toujours oui et non moi. Mais je suis pas là où je voulais arriver. Si je me retournais à quand j'avais 18 ans. Et en même temps, quand j'avais 18 ans, je me disais à 30 ans j'ai envie d'avoir fait ci et ça. Et quand je me retourne, je l'ai fait. D'accord, ouais. Mais paradoxalement, j'ai pas du tout eu les 10 années que j'espérais avoir d'un autre point de vue. C'est très bizarre, c'est qu'en fait, je l'ai vécu, mais vu que quand je le vivais, j'avais la sensation d'encore le vouloir. J'étais en train de faire une tournée internationale avec un groupe de rock quand je faisais Bristol. Et je rêvais de faire une tournée internationale avec un groupe de rock quand je faisais Bristol. Et t'arrivais pas à te dire que t'étais en train de le vivre et Non, que parce tu que rêvais j'étais toujours pas dans le plus, quoi. succès et j'étais pas en train de vivre. Enfin, c'est même pas une question de succès d'ailleurs, mais je n'étais pas en train d'être Phoenix. J'étais en train d'être Bristol. Et moi, quand j'avais 18 ans, je me disais, je veux être Radiohead ou Phoenix. Et j'étais en fait un groupe de rock indé qui tourne, bon, pas du tout à ce niveau de succès, mais j'étais quand même en train de prendre l'avion tous les jours pour aller dans un autre pays, faire un concert dans une salle de 1500 personnes, c'est cool. Et en anglais, voilà, enfin, c'est exactement, d'une certaine façon, un peu réussi, même si c'est pas réussi au niveau de ces groupes-là qui sont énormes, mais voilà. Mais au moment où je le faisais, je me disais, j'aimerais bien devenir ça. Et quand j'arrive à 30 ans, enfin même à 29 ans, juste avant de faire The Voice, c'est que je me dis, c'est plus trop le moment de rêver de ça. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai changé entre-temps, je me suis mis à faire des choses plus pop, je me suis mis à plus rêver d'avoir un studio d'enregistrement que d'avoir un groupe de rock. Donc mes rêves ont changé au fur et à mesure, mais quand j'ai fait le bilan, ah mais si en fait je l'ai fait. Genre j'ai joué dans des grosses salles avec un groupe de rock, après j'ai même fait la version en solo, en première partie de Case Choice, etc. Enfin voilà, alors je l'ai vécu, je l'ai pas vécu avec du succès, avec des choses comme ça, mais je l'ai vécu d'une certaine façon. Voilà, je me suis retrouvé là, c'est cool. Euh, Donc c'est pour ça que je dis à la fois je l'ai vécu et à la fois non, j'ai pas vécu le Ouais, rêve tel que je le pensais. parce que c'est toujours plus. De toute façon, on vit jamais ce qu'on imagine, hein. Parfois, c'est mieux, mais je pense qu'on s'en rend compte après, ouais, Ouais. justement. Si on arrive au moment. Donc là, l'actualité récente, l'arrivée dans The Voice, quand même, tu disais qu'on te l'avait proposé plusieurs fois et que tu l'avais toujours refusé. C'est quoi au final qui te faisait peur ou qui t'attirait pas dans le projet? Bah en fait un peu ce dont on vient de parler. Quand j'avais 19 ans, je voulais devenir Radiohead. Et Radiohead, ils ont pas fait The Voice. Ah. Voilà. Si on résume, c'était un peu ça en vrai. C'est-à-dire que j'avais pas envie de faire une carrière solo, j'avais pas envie de faire de la pop ou de la musique populaire de manière générale. Enfin, j'avais envie d'avoir un groupe de rock, de faire des festivals indés, de chanter en anglais. Et je savais que faire The Voice France, ça voulait dire chanter en français, ça voulait dire chanter des chansons plus populaires, ça voulait dire, ça voulait dire un projet solo, voilà. Donc ça me correspondait pas. Et, et effectivement, à 29 ans, je me suis retourné et j'ai réalisé qu'en fait j'avais fait tout ça et que par contre maintenant il était plutôt l'heure de me demander si... En fait, ma situation avait complètement changé à 29 ans. Je me retrouvais à être réalisateur de musique, à beaucoup plus bosser pour les autres que pour mon projet, et à avoir pour objectif d'avoir un studio de musique plus grand, mieux équipé, mon propre label, de sortir mes albums comme je l'entends, et de même produire potentiellement d'autres artistes. Mm. Voilà. Et là, soudainement, quand tes rêves c'est devenu ça, The Voice devient intéressant. Parce que ça devient intéressant dans la mesure où tu restes producteur de ce que tu fais après, etc. C'est pour ça que je suis content quand même de la place que j'ai obtenue dedans. Mais c'est... voilà, moi ce que je cherchais dans The Voice, c'était que mon nom représente quelque chose d'un point de vue... devienne un peu une marque, on va dire.
Parce que j'avais beaucoup bossé pour d'autres artistes et on me citait pas dans les interviews et on disait pas que j'avais composé la chanson et des trucs comme ça. Il y a que Slimane qui a toujours fait attention à bien me citer, mais d'autres artistes pour qui j'ai travaillé me citaient pas trop. Et parce que ça n'avait pas d'intérêt d'un point de vue communication. Donc j'en ai eu un peu marre. Et parce que moi j'avais quand même voilà, quelque chose à développer aussi dans ce domaine-là. Donc j'avais envie que les gens me connaissent. Et d'avoir quelques followers aussi sur les réseaux sociaux. Et voilà, tout ça me permettrait en fait de mieux travailler en indépendant. Ouais, de partir aussi sur une carrière plutôt vraiment où la lumière est portée sur toi et pas toi qui mets... en lumière les autres. Mais c'est pas vraiment ça, c'était plus le fait de pouvoir garder mon indépendance. Parce que sinon, je devenais dépendant d'autres noms, par exemple, pour placer des chansons pour des artistes. Je devenais dépendant de DJ pour faire 1 million de vues. Je devenais toujours dépendant de quelqu'un d'autre qui avait une marque mieux développée que la mienne pour que le projet devienne visible, en fait. Donc là, je me disais, bon, bah voilà, c'est bon, t'as fait des groupes indés, t'as fait des EP indés, t'as fait plein d'expériences comme ça, un peu dans l'underground, c'est cool. T'as fait ça quand t'avais 20 ans, c'est cool. Maintenant, tu vas arriver à 30 ballets. Ton rêve maintenant, c'est d'avoir un studio de musique, de faire les albums que tu rêves de faire, toi, en tant que chanteur, en tant que réalisateur, de produire des artistes, de peut-être même te mettre à faire des clips ou des trucs comme ça. Bon, bah, voilà. Là, ça peut te servir à quelque chose. Par contre, du coup, il fallait aussi que j'ai des bonnes idées, tout ça. Et en fait, tout s'est bien assemblé parce que soudainement, j'avais aussi les idées de ce que je pourrais faire dans cette émission, comment je pourrais le présenter. Et vu que ça faisait 10 ans qu'ils me demandaient de le faire, je commençais quand même à être un peu pote avec eux, à les connaître et tout ça. Donc je leur ai dit, tu penses que si je fais l'émission, je peux faire ci, ça, 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 ça. Ils m'ont dit, ah ouais, grave. Ouais, parce que là, du coup, le choix que tu avais fait dans l'émission, c'était vraiment de faire de l'anglais, du français. 50% de l'un et de l'autre, comme pour mes albums après. Ouais, puis t'avais fait complètement en plus enfin, t'avais retravaillé carrément les chansons, enfin, t'avais vraiment montré qui t'étais toi, t'avais pas repris exactement les mêmes accords et tout ça que... En fait, je me suis pas dit je vais à The Voice. Je me suis dit, voilà, il y a un concours, c'est ça les règles. Après, par contre, pour le reste, tu respectes rien, tu fais ce que tu veux. Et ils ont adoré que je fasse ça, en fait, parce que ça leur permettait aussi de proposer quelque chose qu'ils n'avaient pas proposé avant. Moi, mon objectif dans l'émission, j'ai toujours eu le problème, si tu veux, quand je composais ou que je proposais des chansons à moi, pour moi, à des producteurs ou des trucs comme ça, tout le monde me disait, ouais, c'est super, mais ça va un peu partout. Il y a plein de styles de musique, il y a plein de trucs, etc. C'est normal parce que je suis curieux, j'ai testé plein de choses et je fais tout seul. Donc je me laisse totalement le champ libre et il n'y a pas la contrainte des gens avec qui je travaille, du studio, du matériel. Je peux faire autant de l'électro, de la musique de film, du rock, du rap, en fonction de mon humeur du jour. Et c'est vrai que moi j'ai ce truc un peu de, si le morceau je le kiffe, je trouverais ça dommage de ne pas le sortir juste parce qu'il ne ressemble pas au morceau d'à côté. C'est con, je préfère sortir un condensé des meilleurs morceaux selon moi, plutôt que de sortir des morceaux qui sont cohérents mais dans lesquels il n'y en a qu'un que je trouve bien. Oui, puis je pense que pour le coup, ça t'a bien réussi à le montrer justement par tes choix de chansons, que c'était ça que tu voulais faire et que tu voulais pas qu'on t'associe qu'à un style exactement. De musique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, dans The Voice, je me suis dit, je peux me servir de l'émission pour ça. C'est-à-dire, on va me cataloguer à la première presta, je vais faire encore autre chose à la deuxième, encore autre chose à la troisième, encore autre chose à la quatrième, et finalement, au terme de The Voice, j'aurais pas sorti un seul morceau que tout le monde saura déjà que je fais plein de trucs. Et c'était mon objectif, par contre, pour le coup. Donc j'étais content que l'émission ne m'ait pas mis du tout de bâton dans les roues pour ça. Ils m'ont laissé faire un morceau d'un rappeur, un morceau d'un rocker, un morceau d'un chanteur de soul, un morceau de pop star comme Justin Timberlake, un truc de Christophe un peu plus bobo, un truc un petit peu plus populaire comme Annie Cordy, et de tout mélanger et à chaque fois de tout réarranger pour quand même toujours le faire à ma sauce. Et du coup, et en anglais et en français à 50%, etc. Donc en fait, j'ai montré dans The Voice qui je suis à travers des chansons des autres, mais mes albums ils vont un peu être dans ce truc-là, de plein de styles différents, 2 langues différentes, etc. Voire 3, parce que des fois je chante en espagnol aussi. Donc, ou en pakistanais, mais non, ça c'est de la phonétique. Mais voilà quoi. Et là, si dans nos auditeurs, certains veulent se lancer dans une carrière artistique, toi, The Voice, tu conseillerais de le faire comme toi, après plusieurs années, en sachant ce qu'on veut y faire et pas y arriver Ça dépend. Il faut...
pour que ce soit intéressant de le faire comme je l'ai fait, il faut avoir un parcours qui ressemble au mien et des envies qui ressemblent aux miennes. Si tu sais que ce que tu veux, c'est juste chanter et être interprète, et que ce que t'aimes, c'est, je sais pas, Iseult, par exemple, la chanteuse Iseult, et que voilà, toi, tu incarnes ça, c'est la musique que t'écoutes, et t'es très monomaniaque, et tu veux que être interprète, composer, produire, ça t'intéresse pas, même écrire, voilà. Bon, bah fais-le à 18 ans. Et l'émission va très bien comprendre ce que tu veux. Tu vas pouvoir profiter de ta jeunesse pour que tout le monde ait un peu envie de bosser avec toi. Et trouver des gens qui vont te prendre en main pour tout ce que t'as pas envie de faire. Et puis voilà. Mais quand t'es quelqu'un qui veut tout contrôler, comme je le suis un peu, j'ai quand même été jusqu'à tout contrôler chez TF1. Donc, donc c'est quand même qu'il faut être un petit peu contrôle freaks. Et ben, je pense que là, il faut prendre son temps. Parce que si t'y vas en voulant tout contrôler à 18 ans, t'es trop con encore pour le faire. Moi, ma force était que je savais, et c'est aussi pour ça que TF1 m'ont laissé faire ça, enfin TF1, The Voice, c'est pas la même chose, c'est pour ça que The Voice m'ont laissé faire ça, ils m'ont laissé contrôler un petit peu mes choix de prestations, mes arrangements, etc. Parce qu'ils avaient vu que je savais où j'étais. Ouais, ils ont vu que tu l'avais prévu depuis des années et que t'es arrivé quand même avec une idée assez claire, quoi. Et une idée compatible avec TF1. Compatible avec The Voice. Je suis pas arrivé en voulant faire des morceaux de métal qui vont choquer tout le monde. Je suis pas arrivé en voulant faire des morceaux que personne connaît. Non, je savais où j'étais. Je voulais, moi aussi, faire en sorte que l'émission soit cool pour eux comme pour moi. Donc, ils pouvaient me laisser la liberté parce qu'ils voyaient bien que j'étais pas contre eux. Je cherchais à combiner ce que moi je cherche à faire ressortir de moi dans cette émission, mélanger à faire une bonne émission. Et donc, quand ils ont compris ça, ils m'ont laissé la liberté. Par contre, quand ils voient des gamins de 18-19 ans qui débarquent et qui, eux, se comportent comme si faire The Voice, c'était un dû, et, et qui veulent faire que des morceaux pour eux, pour leur carrière, pour leur image, comme s'ils n'étaient pas du tout dans une émission de télé, comme s'il n'y avait pas d'audimat et pas d'annonceurs et pas de chaîne de télé, bah là, forcément, ils se retrouvent face à des murs. Donc, si on est control freaks comme ça, il vaut mieux y aller un peu plus tard et avoir un peu pris du recul, savoir un petit peu doser, tu vois. Si tu veux être complètement underground et tout ça, va pas chez TF1. TF1, tu y vas quand tu veux travailler dans la pop musique. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et là, si on reprend du coup le fil conducteur de la passion et du rêve sur les dernières questions, si là, tu as carte blanche et juste tu dois t'adresser aux auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Là, si on a des auditeurs adolescents qui sont à ce moment de la musique où juste ils jouent pour leurs copains, pour la famille et tout ça, et qui veulent un jour potentiellement sortir des albums, faire des tournées et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Fais-le. Il n'y a aucun mur aujourd'hui qui t'empêche de sortir un album tout seul. Même si tu sais pas produire, tu prends des type beats sur YouTube, t'enregistres ta voix avec un micro à 100 balles. Si, ouais, à la limite, juste mets-toi 500 € de côté, voilà, c'est tout. Parce qu'il te faut peut-être un ordinateur, une carte son, un micro quand même. Mais une fois que t'as mis tes 500 € de côté, tout le monde arrive à les mettre pour un iPhone, tu peux bien les mettre pour un home studio. Donc tu prends un micro, une carte son, et puis tu trouves des type beats que t'aimes bien, et t'écris un texte que t'aimes bien dessus, et tu chantes dessus, et si tu chantes pas totalement bien, tu utilises l'autotune, il y en a plein des gratuits, hein. Et puis tu sors les sons, c'est ce que Jul il a fait, hein. Enfin, il faisait lui-même ses instrus, mais je veux dire, il faisait pas des instrus de ouf au début. Et il s'est amélioré au fur et à mesure. Fais-le. Sors des trucs, sors des albums pourris. Les sors que sur YouTube si t'es pas encore sûr, mais tu vois, voilà, sors des trucs pourris, fais des trucs, et puis ça va s'améliorer au fur et à mesure, mais il y a plein de gens qui vont kiffer dès que ce sera pourri. Enfin, qui vont kiffer même au stade pourri, en fait. Et ces gens-là, ils vont te porter et ils vont t'aider à t'améliorer. Et c'est beaucoup plus simple de faire des choses et de se motiver à faire des choses quand t'as déjà une petite communauté qui te suit. Pas forcément une grosse, mais juste même, tu vois, ça peut être juste avoir 4000 personnes. Déjà, faut les faire, hein, mais 4000 personnes sur Instagram qui font que du coup, quand tu sors un son, t'as 200 commentaires, et ben, c'est pas pareil que faire ce que moi j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire se faire chier à sortir des clips super bien faits,
par des grosses boîtes qu'on a mis 6 mois à faire, où on a sorti du blé, où on a galéré, etc. Et tu sors le truc et tu fais 1000 vues et t'as 10 commentaires. Ça, c'est plus dur. Il vaut mieux faire des vidéos avec ton portable, des trucs très imparfaits avec un type beat, et le faire ça toutes les semaines, et avoir 4000 personnes qui sont pas si exigeants sur la qualité de l'image ou du son, mais qui veulent juste, qui kiffent comment t'écris, ou qui kiffent ta voix, ou même qui te kiffent juste physiquement, on s'en fout en fait, mais juste voilà, ils te suivent. Et puis ils t'encouragent, et puis voilà, et ça te porte, et au fur et à mesure tu t'améliores. C'est les modèles qu'ont eu des mecs comme Riles ou des trucs comme ça. Bon, Riles il était fort, il faisait des trucs bien dès le début, mais il s'est quand même amélioré entre les premiers trucs qu'il a sortis et après. Mais voilà, le mec il a fait un son par semaine et je me coupe pas les cheveux tant que j'ai pas fait 1 million de vues. Le mec il l'a fait, hein. Ça a duré 1 an et demi, mais il l'a fait. Donc, C'est un bon coup de com', ceci dit, de pas se couper les cheveux jusqu'au million de vues. Mais oui, mais il faut aussi apprendre la com. Le meilleur moyen d'être libéré du business et du marketing dans la musique, c'est d'apprendre soi-même le business et le marketing. Les artistes les plus libres que je connais aujourd'hui dans la musique, c'est des génies du marketing et du business. C'est des mecs comme Riles, comme Booba, comme Orelsan, comme Stromae, comme Christian and the Queens. Vous croyez que c'est quoi ces gens-là? C'est des gens qui sont des publicitaires, hein. Ils sont hyper forts. Tu demandes à Stromae demain de te vendre une marque de yaourt, il saura mieux le faire que Publicis. Parce qu'il a des putains d'idées tout le temps. C'est pour ça qu'il est capable d'être aux manettes, en fait. Parce qu'il est hyper... Ouais, il crée, quoi. Beaucoup. Ouais, il crée. Mais il a des bonnes idées aussi, même dans la communication, dans le truc. C'est pour ça qu'il peut, aujourd'hui, être libre. Et du coup, il peut se servir de sa capacité à vendre pour vendre des choses meilleures. Mm. Alors que quand on n'y connaît rien, ben on est obligé de se plier un petit peu à ce qu'on attend de nous. C'est là qu'on fait des trucs moins bien. C'est sûr. Enfin, je pense, en tout cas. Et une question que j'aime bien poser dans ce podcast, c'est si toi, maintenant, tu pouvais te parler aujourd'hui à l'adolescent que t'étais, qu'est-ce que tu lui dirais de faire, peut-être différemment ou dans l'état d'esprit? Je lui dirais de pas faire de plan, de pas se visualiser plus tard, de pas rêver, en fait. Je lui dirais de juste faire tout de suite, tout sans se prendre la tête et sans savoir trop où ça va le mener. Tu peux avoir des rêves, mais les rêves c'est une sorte de moteur à bouger un peu, quoi. Mais à la fin, ça ressemblera jamais à ton rêve. Même si tu fais exactement pareil que ce que tu as rêvé, le temps que tu y arrives, tu rêveras d'autre chose. Donc, c'est pas. C'est vraiment pas le truc, c'est vraiment de juste vivre le moment et de savoir rentrer dans cet état d'esprit assez tôt pour profiter de tout ce qu'on traverse, parce que c'est souvent, mine de rien, une des parties les plus marrantes aussi. Le moment où on galère et on est en train de faire les choses avec des bouts de ficelle, c'est souvent plus marrant que quand il y a des moyens, bizarrement. Où soudainement tout devient procédurier et où tu sens que tous les gens autour de toi, ils veulent leur paye. Alors qu'au début, tout est fait un peu avec le cœur comme des pirates, et ça, c'est plus marrant. Donc déjà, il y a ça. Et puis, ça ressemble jamais vraiment à ce que tu veux et tout ça. Donc, en fait, et puis souvent, les chemins que tu prends et que tu pensais pas prendre, en fait, ils te font encore plus kiffer que ce que tu avais pensé. Enfin, voilà, de temps en temps, il faut aussi avoir l'humilité de savoir que des fois, la vie, elle t'amène mieux que ce que tu avais imaginé, tu vois. Donc, le meilleur moyen d'être resté connecté à soi, c'est quand même quelque part de pas trop se projeter dans le futur. Parce que le soi dans le futur ne sera pas le même que le soi maintenant. Donc je pense que c'est important de rester comme ça. Et puis après, si moi j'ai un petit conseil à donner, mais qui n'est pas un conseil que je me serais donné à moi, parce que ça c'est quelque chose que j'ai quand même compris assez tôt, moi, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup de jeunes artistes qui eux, n'ont pas intégré du tout cette idée-là pour l'instant. Quand on dit qu'on veut faire quelque chose, la question c'est pas qu'est-ce que tu veux être plus tard, c'est pourquoi tu es prêt à souffrir plus tard. C'est-à-dire que moi, ça m'a pas dérangé de faire 8 heures de guitare par jour. Ça m'a pas dérangé de jouer dans le métro 5 heures par jour avec des mecs sous crack qui me menacent de mort. Ça m'a pas dérangé de sortir plusieurs EP qui marchent pas. D'être des fois dans des contrats un peu pourris, de faire des concerts relous dans des endroits relous avec des gens relous, de jouer toutes les semaines dans des bars avec 2 personnes qui m'écoutent pas. Ça m'a pas dérangé.
parce que ma passion, c'est la musique, pas la fame. Ouais. Il y a des gens, ils sont capables de faire des grosses conneries comme abandonner leurs études ou, euh, ou dire non à des choses, des super propositions de boulot, de contrat et des machins, parce qu'ils veulent être Rihanna. Ils n'ont aucune idée de qui est Rihanna et de ce qu'elle vit, Rihanna. Ce qu'ils voient, c'est ce que Rihanna elle poste sur Instagram, ou c'est ce qu'on en dit dans les médias. Ça, c'est le film, c'est pas le tournage. Il faut faire attention, le tournage, c'est un peu de souffrance. Le film, c'est du kiff et du divertissement. Si tu crois que tu veux être artiste parce que tu veux te divertir, lâche l'affaire. Si tu veux être artiste, c'est parce que tu veux faire le tournage. Le tournage, il n'est pas forcément marrant. Tu vois, quand tu tournes sur la plage dans Alerte à Malibu, des fois on est en hiver et il fait froid. Tu vois, voilà. Ouais. Ça, c'est la réalité. Donc, il faut kiffer le froid de l'hiver, pas la plage. Voilà, voilà c'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, c'est pourquoi on est prêt à souffrir. Si on est prêt à vivre n'importe quoi parce que quelque part on le vivra jamais comme une souffrance, parce qu'on kiffe ça, sois persévérant. Je connais personne qui persévère pendant 15 ans et qui n'y arrive pas à un moment. Donc si tu es capable de supporter ça, même si ça dure 15 ans et qu'à la fin t'as pas du tout la carrière que tu pensais, etc., mais tu vas kiffer parce que tu kiffes faire ça et qu'il y a un moment, si tu persévères trop longtemps, tu vas finir par trouver un endroit où ça marche. Donc ça peut marcher tout de suite, ça peut marcher dans 15 ans, mais ça va finir par marcher. Mais tu le vivras jamais comme une souffrance et tu vas jamais abandonner parce que de base, juste le faire et potentiellement peut-être en vivre ou voilà, ça va déjà te suffire. Par contre, si ce que tu veux c'est la fame, sache que tu ne l'auras jamais. Parce que Rihanna, elle n'a pas la vie que toi tu imagines. Parce que Brad Pitt, il n'a pas la vie que toi tu imagines. Brad Pitt n'est pas Tyler Durden dans Fight Club. Brad Pitt, c'est un acteur. Quand il est en train de jouer Tyler Durden, il a une équipe de 300 personnes qui le filment et qui lui mettent des lumières dans la gueule et qui le maquillent. Ça, c'est ça, sa réalité à lui. Et toi, après, tu regardes un film où il y a Tyler Durden dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les gens, il faut qu'ils se posent cette question-là. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec des fois aussi les stars de la télé-réalité, des trucs comme ça fait un peu vieux con quand je dis ça, mais je le disais déjà à 19 ans, ça. On a tendance à nous vendre une sorte de rêve gratuit. C'est pas ça. Même pour les gens de télé-réalité, c'est pas ça. J'en connais. Parce que la télé-réalité, ça reste un tournage quand même. Oui, ça reste un tournage. Même eux, il y a 8 heures dans la journée dans la villa où ils se font chier et où ils sont sur leur portable, où ils se demandent s'ils vont bouffer des pâtes. Et puis il y a 3 heures où il s'est passé un truc dans la journée et toi, tu te poses devant l'émission et tu ne regardes que ces 3 heures. Enfin, voilà, c'est qu'un montage même de 20 minutes de ces 3 heures. Donc c'est ça voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu aux rêves. Faut rêver du concret. Mais il faut pas rêver du rêve. Parce que si tu rêves du rêve, là on rentre dans le fantasme. Tu veux pas être un acteur, tu veux être dans le film. C'est ça qui est dangereux. Mais je pense qu'en effet c'est bien de le dire parce que je pense qu'on s'en rend pas compte quand on n'est pas forcément là-dedans au départ. Enfin, je pense que certains s'en rendent compte. Mais je sais que t'as 2 types de personnes qui veulent se lancer dans le cinéma. En général, t'as celles qui vont regarder les films et se dire vouloir être dans le film, et celles qui vont peut-être regarder les making-of. Et encore, ça reste un tournage. Ouais. Mais peut-être où on voit les perches et tout ça, la réalité, le screen, écouter des interviews. Et c'est aussi entre autres, l'idée du podcast, c'est aussi de donner la réalité et de peut-être dire, oui, en effet, il faut pas abandonner si on veut le faire, mais forcément, le fait est de persévérer et que ce sera pas facile tous les jours, quoi. Il y aura des hauts et des bas. Ouais, il y a des hauts et des bas, mais il faut être sûr qu'on rêve du bon truc, sinon on est sur la mauvaise direction. C'est pour ça que je pense que la bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on est prêt à souffrir. C'est pas méchant et cynique quand je dis ça, mais c'est juste que personne n'a vécu la vie de Forrest Gump. Il y a juste un mec qui s'appelle Tom Hanks qui a vécu le tournage de Forrest Gump. Voilà. Donc si ton rêve dans la vie c'est d'être Forrest Gump, joue aux jeux vidéo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ton rêve n'est pas d'être acteur. Voilà. Et donc il faut faire attention parce que les métiers artistiques c'est des métiers où il y a très peu d'élus. Donc on aime bien parler de gens qui ont des carrières et à qui on a dit t'y arriveras jamais. Et puis ils y sont arrivés et contre l'avis de tout le monde, d'accord,
Mais 95% du temps, les gens à qui on a dit, quand ils disaient qu'ils voulaient être artistes, les 95% du temps, les gens à qui on a dit t'y arriveras jamais, ils y sont jamais arrivés. Et ça, c'est la réalité. Donc, 95% du temps, la famille qui dit ne le fais pas parce que t'y arriveras jamais, elle a raison. Voilà. Par contre, elle a tort 100% du temps quand, que t'y arrives ou pas, tu kiffes. Ouais. Oui, parce que t'es pas obligé de réussir à être acteur dans de grands films pour vivre de l'art et pour être heureux. Ouais. À partir de ces métiers-là. C'est pour ça que quand tu me dis quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et faire des albums, fais-les. Fais-les. Aujourd'hui, rien ne t'empêche de prendre une caméra et de tourner un film. Rien ne t'empêche de prendre 500 balles, de te faire un home studio et de sortir des chansons sur Spotify. Sortir des chansons sur Spotify, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Tu vas sur des sites de distribution en ligne. Ça te coûte 20 € pour sortir un single, 50 € pour sortir un album. C'est tout. Il faut arrêter de se fantasmer les trucs. Mettre les choses en ligne, aujourd'hui, c'est facile. Même organiser un concert, tu vas dans les bars de ta ville ou de ton village et si tu veux une estrade pour faire plus concert et 3 lumières, bah t'achètes une estrade 300 € et tu t'achètes 2 lumières 200 €. C'est encore 500 € à sortir, mais bon, tu vois, tout ce que je viens de te dire, au final, ça t'aura coûté 1000 balles. Hein. Si tu veux vraiment faire des concerts et sortir des albums, c'est possible, très facilement, avec un peu d'économie et 3 copains. Il y a rien de difficile. Et si c'est ça qui te fait kiffer, vraiment, alors vas-y, fonce. Et ta famille qui te dit t'y arriveras jamais, en moins d'un mois, tu pourras lui donner tort. Parce qu'en moins d'un mois, tu pourras lui dire, regarde, je le fais. Moi, ça me va, j'ai pas dit que je voulais plus. Et là, à partir du moment où tu fais ça pendant 15 ans, ça m'étonnerait que pendant 15 ans, tu le fasses à ce niveau-là. Si tu fais ça pendant 15 ans en mode, je le fais parce que je kiffe ça, il y a des chances pour que dans 15 ans, tu le fasses dans des plus grosses salles, avec plus de vues, avec plus d'argent. Voilà, là je pense. Par contre, si tu passes ta vie à dire que tu veux faire, mais puis tu dis non quand ça ressemble pas exactement à ce que tu veux, et puis tu veux pas vraiment passer par les trucs chiants, et puis tu veux pas mettre d'argent, et puis tu veux pas travailler pour mettre de côté. Non, c'est que là, soit t'es hyper beau, hyper belle, et puis il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de toi, qui a investi de l'argent sur toi, et qui fait tout le taf à ta place, ce qui existe de moins en moins. Ça existait un peu avant, mais soit rien, quoi. Voilà. Et dans par ce cas-là, contre, fais des photos de toi et deviens influenceur. Faut peut-être plus s'y mettre vraiment à fond, du coup, et pas forcément faire ça en parallèle. Si, moi, parallèlement, je pense qu'il faut le faire en parallèle parce que je pense que c'est... je pense qu'il faut garder un gros laps de temps pour travailler sur son projet. Mais en fait, je pense que le fait de se libérer psychologiquement de la dépendance financière de ce truc-là, ça te permet d'être plus persévérant sur le long terme. Je pense qu'à une époque, c'était vrai qu'il fallait s'y mettre à fond, mais vu qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rapide et plus simple de faire de la musique ou même de la vidéo, je dirais qu'on peut le faire juste le week-end. Et donc, à la limite, travailler que du lundi au vendredi sur autre chose pour être sûr qu'on a notre loyer. Et même, on peut mettre un peu de thunes de côté pour acheter du matos, etc. Ça permet le week-end de faire les choses plus librement, avec plus de passion. Et comme je l'ai dit, si c'est un plaisir, on peut le faire comme ça et on le vivra pas comme 2 jours de boulot de plus. On le vivra comme étant notre week-end. Mais on le vivra pas comme étant une pression. On n'associera pas à notre passion la pression du quotidien. Et donc ça, c'est intéressant pour rester libre artistiquement et continuer de kiffer. Alors que dès qu'on associe la pression du quotidien, on a tendance à associer notre passion à de la souffrance, en fait. Parce que la passion, ça rapporte de la thune beaucoup plus tard. Ça rapporte pas de la thune tout de suite. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie tout de suite avec la musique parce que je jouais dans la rue. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Et si tout le monde se mettait à le faire, plus personne ne gagnerait rien. Donc, mais globalement, sinon, même l'hiver, je jouais pas dans la rue, j'allais dans des restos. Et c'était pas mal aussi d'ailleurs parce que ça me permettait d'avoir envie de faire de la musique pour le plaisir. Alors que quand je rentrais d'une journée de rue, la dernière chose que j'avais envie de faire, c'était de faire de la musique. Ouais, c'est sûr. Donc ça pouvait même paradoxalement me freiner de vivre de la musique. Donc c'est intéressant de ne pas faire, de séparer un peu la survie, on va dire, de la passion au début. Et ça peut même le nourrir parce qu'on fait quand même des rencontres, on reste actif, etc.
Et en même temps, ça permet de faire le tri, parce que si t'es quelqu'un qui n'arrive pas à travailler sa passion à côté, sous prétexte qu'elle a un boulot, c'est que t'es pas assez passionné. Ouais. Dans ce cas-là, va ailleurs. Oui, dans ce cas-là, il y a parce qu'il y en a qui le feront. Oui, il y en a donc qui c'est le ceux-là feront, qui c'est méritent sûr. de gagner. Ouais. Voilà. Cool. Je suis arrivée au bout de mes questions. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.